Merci beaucoup pour cette invitation à parler de ce sujet passionnant. Moi, je suis un philosophe, on va partir de très haut, spécialiste de la question non pas de la jeunesse, mais des âges de la vie, et c'est là-dessus que je voudrais parler, parce qu'il me semble que cette thématique des jeunes ne peut pas aujourd'hui être déconnectée de l'ensemble de la question des âges de la vie et du sentiment que nous avons, que nous vivons aujourd'hui, un vaste brouillage des âges. Et c'est dans ce contexte qu'une réflexion sur la jeunesse doit être, me semble-t-il, menée. Juste un petit indice. La jeunesse nous apparaît à tous comme un âge idéal. Vous voyez les petits-enfants, ils veulent être ados le plus vite possible, adolescents le plus vite possible. Et puis passé un certain âge, le mien, on veut rester jeune le plus longtemps possible. D'une certaine façon, tout le monde veut être jeune, sauf peut-être les jeunes eux-mêmes, qui ont une volonté, c'est de sortir de la jeunesse, en tout cas quand elle est précaire, comme nous le dira notre camarade tout à l'heure. Donc c'est très paradoxal, vous voyez, la jeunesse, d'un côté, est un âge idéal pour tous, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, et encore plus pour les vieux, mais pour les jeunes eux-mêmes, volonté d'en sortir le plus vite possible, ce qui fait une espèce de contrainte polémique sur la question de la jeunesse. Vous voyez, quand on aborde la jeunesse, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entreprise, ou que ce soit dans la vie de la cité, il y a une espèce de polémique qui se met immédiatement en route. D'un côté, on va considérer que les jeunes sont les victimes de la société, que les jeunes sont victimes d'une société de vieux qui les empêche de grandir, qui met des obstacles sur le chemin d'entrée dans la vie. Ou alors on va considérer que la société est victime de la jeunesse et que ces jeunes, d'une certaine façon, c'était bien mieux à notre époque. Vous vous souvenez, quand les jeunes étaient presque des adultes déjà, ils étaient raisonnables, ils s'engageaient. Vous voyez, c'est ce discours nostalgique qui se met en place. Et ça fonctionne très bien. Lancer le débat dans un dîner en ville, le soir, ou un petit déjeuner le matin, ou un déjeuner sur l'herbe à midi, ça, à tous les coups, ça fonctionnera. D'un côté, la jeunesse victime de la société, de l'autre côté, la société victime de la jeunesse, et il n'y a aucune chance que l'on n'en sorte jamais. Pourquoi ? Parce qu'on reproche aux jeunes, ou ce que les jeunes se reprochent à eux-mêmes dans ce contexte, c'est d'être jeunes. La jeunesse, c'est adolescens en latin, l'adolescence, je grandis. C'est non pas un état, c'est un processus. Le processus par lequel on quitte l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. Et ce qui caractérise notre époque moderne, c'est que ce processus est devenu considérablement plus long que par le passé. Pardon de caricaturer un peu les choses. Prenons les sociétés traditionnelles, les sociétés sauvages, comme disent les ethnologues. Dans les sociétés sauvages, la jeunesse, c'est 3 jours. C'est ce qu'on appelle le rite de passage, le rite d'initiation. Qu'est-ce qui se passe ? Très bien décrit par les anthropologues du début du siècle, Arnold van Genep en France et quelques autres dans d'autres pays. On prend les individus dans les jupes ou dans les pagnes de leur mère, ils sont enfants. On les arrache à cette situation. On les fait mourir à l'enfance, sortis d'un statut. Ensuite, on les isole un peu dans une forêt un peu lointaine, et là on va les initier aux choses essentielles de la vie, comment marche le cosmos, comment marchent les femmes, très compliqué, comment marche la chasse. On leur fait aussi 2-3 misères, on peut marquer le coup, donc des jolis traits avec un couteau sur la peau, on leur arrache une canine, enfin voilà, il faut marquer le coup. C'est un peu violent. Et ensuite, on les réinstalle dans la vie communautaire. Voilà ce qu'est la jeunesse. C'est une mort à l'enfance et une entrée dans la vie adulte. Et le jeune qui arrive ensuite, après ces 3 jours, il a changé de statut, changé d'identité et bien souvent changé de nom. Ce n'est plus le même. Et les mères qu'ils adoraient avant, il va les mépriser. C'est un homme maintenant. Une femme. Même si les rites de passage des femmes sont très différents. Bon, voilà, ça dure 3 jours. Aujourd'hui, 15 ans. 15 ans au bas mot. On sort de l'enfance de plus en plus tôt,
on entre dans l'âge adulte de plus en plus tard. Les sociologues européens, au niveau de l'INSEE, notamment en France, mais ailleurs, considèrent que la catégorie de jeunes adultes s'arrête aux environs de 30 ans. Date moyenne, pour ce qui est de la France et d'une partie de l'Europe, 28 ans, la naissance du premier enfant. Voilà. Et là, on voit que les comportements changent véritablement. Les comportements changent véritablement, il y a un entrée, parce que l'enfant est là, parce que la famille est là, le rapport au monde se modifie. Donc vous voyez, c'est le changement le plus important, cet allongement de la jeunesse. La jeunesse, à certains égards, n'est pas un état naturel. On sort de l'enfance, on entre dans l'âge adulte, dans la biologie, ne connaît pas la jeunesse. L'âge adulte, l'enfance, un tout petit peu la vieillesse, mais à l'état naturel, la vieillesse ne dure pas. Voilà le phénomène culturel que nous vivons. Évidemment, dans un contexte d'allongement général de l'existence, d'une augmentation de l'espérance de vie. Toutes les phases de la vie semblent s'allonger. Et l'enfance, et la jeunesse, et l'âge adulte, je vais y revenir, et la vieillesse, qui non seulement s'allongent, mais se complexifient. L'enfance aujourd'hui, quand on y réfléchit, c'est pas l'enfance, c'est la prime enfance, la seconde enfance, la troisième enfance, ce sont ces stades de développement qu'on va regarder désormais au microscope. Peut-on parler d'un enfant? Non, on parle d'enfant, chaque étape étant particulière. La jeunesse, c'est la même chose. La vieillesse, c'est aussi la même chose. Il y a une vieillesse où on n'est pas vieux. La fameuse vieillesse des seniors, l'âge d'or, où on est âgé sans être vieux, hein, et où on recommence une nouvelle carrière. L'autre vieillesse, la dépendance, etc. Tout ça, c'est complexifié. Comment arriver à interpréter ce phénomène? Alors, le phénomène de la jeunesse fait l'objet de plusieurs interprétations, et on retrouve notre contrainte polémique. Cet allongement peut dire, ben voilà, à l'âge démocratique, les jeunes ne veulent pas grandir. Ils fuient pour leurs responsabilités, ils ont la trouille. Donc, voilà, ils ne veulent pas grandir. Regardez, c'est la génération Y, elle est volatile, elle ne s'engage pas, elle teste tout, voilà. Ils ne veulent pas grandir, et donc ils vont rester chez leurs parents. C'est le fameux film en France, Tanguy, hein, ce jeune de 35 ans qui voudrait bien rester encore chez ses parents, tandis que ses parents ont complètement marre et voudraient qu'il parte au plus vite. Ou alors on dit, mais pas du tout. C'est la société qui empêche les jeunes de grandir. Ils voudraient bien accéder à l'emploi. Ils voudraient bien accéder aux responsabilités. Mais il y a les vieux 68ards, vous voyez, ceux qui ont fait leur révolution, mais qui ne veulent pas lâcher. Ils ont le pognon, ils ont le pouvoir, ils ont l'idéologie de la jeunesse, et ils ne veulent pas partir. Ils restent, ils s'accrochent. Et ils oppriment cette nouvelle jeunesse qui voudrait bien entrer, avec en plus un contexte de crise qui rend ça tout extrêmement difficile. Alors, ces deux lectures ne sont pas fausses, elles ont des éléments de vérité. Mais, d'une certaine façon, on oublie effectivement le phénomène majeur, le fait que cette période s'est structurellement allongée. Il y a une troisième interprétation qui, pour ma part, me convainc davantage, qui est celle qui a été développée par le sociologue en France, Olivier Galland, qui est un excellent sociologue de la jeunesse, et qui dit que, en fait, cette phase qui s'allonge, c'est une phase d'expérimentation. Et je trouve cette interprétation très profonde, parce que les jeunes, dit-il, ont intégré le fait que devenir adulte, c'est très difficile, c'est très compliqué, et que ce n'est pas forcément extraordinaire. Quand ils voient leurs parents, qui sont harassés de boulot, dans un contexte de travail frénétique, qui n'ont pas de temps à eux, hein, dans l'enquête qu'on avait faite avec Éric de Chavannes, Philosophie des âges de la vie, une petite fille qu'on avait interrogée, qui était en primaire, et on lui avait dit, on leur avait demandé à ses élèves, pour vous c'est quoi un adulte? Et une petite fille qui lève le doigt et qui dit, moi je sais, un adulte c'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. Formidable définition. C'est quelqu'un qui n'a jamais le temps. Et on sent effectivement le vécu de l'enfant qui dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je n'ai jamais le temps. Et donc, du point de vue du jeune, entrer dans l'âge adulte, c'est en effet se dire, attention, on nous angoisse, on nous dit que c'est la crise, on nous dit que si on entre dans un boulot, on va le perdre bientôt, si on entre dans une profession, de toute façon, elle va être obsolète et notre formation sera inadéquate, donc il va falloir changer. C'est très anxiogène. Alors, on peut dire que les jeunes sont fous d'angoisse. C'est pas ce que je vois. C'est pas ce que je vois. C'est au contraire beaucoup de sagesse qui consiste à dire,
Eh bien, face à ce contexte un peu inquiétant, eh bien, on va s'armer, on va tester. Et Olivier Galland dit que la jeunesse s'allonge aussi parce que, eh bien, la formation est plus complexe. Il faut tester, il faut expérimenter. On va expérimenter les études, on va expérimenter les jobs, on va expérimenter aussi la vie affective, on va tester. Cette fameuse génération Y, qui, à mon avis, est une erreur, parce que ça fait déjà près de 20 ans ou 30 ans qu'on nous parle de la génération Y, on devrait déjà être à la génération Z, tellement ça passe. Donc, c'est pas ça, c'est qu'il y a une phase d'expérimentation qui d'ailleurs peut être pathologique. Tester la vie, c'est aussi tester les limites. C'est aussi peut-être risquer la vie. Les comportements à risque, qui sont propres à la phase de la jeunesse. C'est aussi le moment où on se dit, bon, on va, pour se sentir vivre, mettons-la en péril, cette existence. Testons les limites, testons les normes, testons les règles. Donc toute cette jeunesse est une phase d'expérimentation intense. Avant quoi? C'est ça peut-être le problème essentiel. Avant un âge adulte qui a véritablement changé de statut. Aujourd'hui, quand on interroge les Européens et qu'on leur demande pour vous c'est quoi un adulte, ou même quand on leur demande est-ce que vous vous sentez adulte, posons-nous cette question. Vous m'avez présenté tout à l'heure, professeur à la Sorbonne, membre du Conseil d'analyse de la société, voilà, quelqu'un de très sérieux, vous êtes dit. Mais en fait, moi je sais au fond de moi tout le chemin qui me reste à parcourir pour être vraiment un adulte. Je fais apparence comme ça. Je trompe mon monde. J'ai un beau costume, je parle bien, donc vous pensez tous que je suis un adulte. Mais en réalité, je sais ce qui me manque. En termes d'érudition, en termes de savoir, en termes de caractère. Je connais mes failles. Et si je peux vous faire cet aveu public, comme dans les procès de Moscou, c'est parce que je sais que vous pensez tous la même chose. On sait tous que, adulte, on ne l'est pas complètement, on ne le sera jamais complètement. Jadis, l'âge adulte était un statut, j'allais dire presque un uniforme. Tous les âges, d'ailleurs, étaient des uniformes. Mon grand-père, quand il a pris sa retraite, il s'est acheté une canne, une pipe et des pantoufles. Il marchait très bien, il n'a jamais fumé, et il ne voulait pas spécialement rester à la maison. Mais il prenait l'uniforme du vieux. Aujourd'hui, les vieux, des jeans, il n'y a plus d'uniforme. Et donc l'âge adulte a cessé d'être un statut. Père de famille, soldat, citoyen, disait-on en France en 1896. Où en passant, on oubliait les femmes, qui n'étaient pas en effet des adultes. C'est ça la grande révolution. Les femmes sont devenues des adultes comme les autres. Ce qui n'a pas manqué de modifier l'âge adulte. Donc l'âge adulte est devenu indéterminé. Ce n'est pas un statut, un uniforme, c'est un processus dans lequel en effet on entre. Si vous voulez, après l'adolescence, commence la maturescence. Je ne sais pas si on va traduire ça en allemand. Maturescence, maturisierung, je ne sais pas, peut-être. Maturescence, c'est-à-dire le processus où on entre dans une autre problématique, l'âge adulte, mais sans être jamais totalement adulte. Et si on essaye de préciser ce qu'est cet âge adulte, c'est très intéressant. Les petites enquêtes qualitatives qui ont été faites font ressortir trois mots clés pour définir l'âge adulte. L'expérience, la responsabilité et l'authenticité ou l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois mots? Formidable pour un philosophe parce que ces trois mots font système. L'expérience, c'est le rapport au monde. La responsabilité, c'est le rapport aux autres. Et l'authenticité, c'est le rapport à soi. L'expérience, c'est pas simplement le fait d'avoir tout expérimenté. C'est pas possible. Et on a vu que l'expérimentation caractérisait l'entrée dans l'âge adulte. L'expérience est un seuil. C'est le moment où on a suffisamment expérimenté pour faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. Voilà ce que c'est que l'expérience. Ce pourquoi l'expérience passe aussi par l'échec. Pour avoir de l'expérience, il faut avoir connu le fait que les choses ne sont pas toujours comme on l'espère. Entrer dans l'âge adulte, c'est ça, c'est un saut. C'est le saut dans l'expérience. Le moment où on va dire, voilà, je ne sais pas tout ce qui m'attend dans la vie, mais je me sens suffisamment armé pour faire face même à ce que je n'aurais pas expérimenté. C'est exactement ce que ressentent les petits-enfants
Vous voyez, quand on visite par exemple une ville qu'on ne connaît pas, on arrive dans une ville et les enfants sont estomaqués quand on est avec eux. Ils disent, et comment tu fais pour ne pas te perdre dans cette ville que tu ne connais pas? Leur réponse est simple. 1, j'ai un plan. 2, je me suis déjà perdu. Et donc je me suis déjà perdu, donc je me suis retrouvé. Donc j'ai l'expérience du fait de se perdre. Et c'est très rassurant. Et là, ils sont estomaqués, ils ne comprennent pas. Eh bien, l'expérience, c'est ça. C'est se retrouver sur le chemin de la vie, alors même qu'on n'a pas forcément de plan, et qu'on s'est déjà perdu, et qu'on sait qu'en général, on arrive à se retrouver. La responsabilité, c'est pas le fait d'être responsable de ses actes. Ça, les jeunes le sont très largement, et les enfants le sont aussi, responsables de ces actes. La responsabilité adulte, c'est plutôt la responsabilité pour autrui. C'est le moment où, d'une certaine façon, on se décentre de soi. Dans notre existence, qu'on soit jeune ou adulte, il y a des gens qui ont compté pour nous, qui nous ont mis le pied à l'étrier, alors qu'on était, pardonnez-moi l'expression, des petits cons ambitieux, prétentieux, sans expérience. Voilà, vous voyez, le côté jeune prétentieux, quoi. Malgré ça, il y a des adultes qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit, bon, ok, je sais, j'ai été comme ça, il n'y a pas de problème, mais je te fais confiance et je te mets le pied à l'étrier. Eh bien, la responsabilité, c'est ça. C'est peut-être ce qui fait un peu défaut dans notre Europe. Cette idée que se décentrer des soucis personnels, d'adultes, de vieux, pour se dire, voilà, une des missions essentielles de l'Europe, c'est de mettre le pied à l'étrier. C'est d'être attentif à des jeunes qui ne correspondent pas à nos attentes. Heureusement, si les jeunes correspondaient à l'attente des adultes, mais ce serait une catastrophe. Si les jeunes correspondaient à l'attente des parents, mais ce serait une catastrophe. Ça veut dire qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Il faut effectivement cette dimension de conflictualité, c'est structurel, c'est vital. Simplement, acceptons et aidons. Pas trop, juste ce qu'il faut. Ça demande un tact fou. Expérience, responsabilité. L'expérience, juste encore un mot, c'est quelque chose qui est terrible, parce que autant on voit très bien par la responsabilité qu'il faut mettre le jeune dans le coup, lui donner la place, sans lui ôter la capacité de la conquérir par lui-même. Vous voyez la difficulté. L'expérience, c'est ce qu'on voudrait faire partager aux jeunes. Laisse-moi te donner un bon conseil. En général, quand on dit ça à nos enfants, ils partent au galop. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne que l'expérience ne se transmet pas. On peut transmettre des expériences, mais l'expérience est une conquête. Le fait de se tromper, c'est une conquête. Et il ne faut pas vouloir donner trop de conseils de ce point de vue-là. Il faut laisser la place pour la conquête par les jeunes de leur propre expérience. Ça suppose des éducations qui prennent des risques. Contre l'idée de protection sur laquelle nous vivons beaucoup, où on veut tout protéger, tout réguler, il faut laisser la place à cette prise de risque. Attention, pas trop d'une assistance à personne en danger, mais prise de risque aussi. Vous voyez, on est ici sur quelque chose de très fin. La politique n'est pas habituée à résoudre des problèmes aussi fins que ça. Trop de liberté, c'est de l'abandon. Trop de protection, c'est de l'assistanat. Où trouver la juste mesure? Et nous avons tendance à trop protéger quand il s'agit d'émanciper et à trop émanciper quand il s'agit de protéger. C'est le grand défi de notre époque, en politique des âges de la vie. Troisième dimension de l'âge adulte, c'est l'authenticité. Il reste à se réconcilier avec soi. C'est plus difficile. C'est pas gagné. Et heureusement que nous vivons beaucoup plus vieux pour pouvoir tenter de nous réconcilier avec nous-mêmes. Il y a un gros travail. Vous voyez, ces trois dimensions de l'âge adulte, on voit très bien que ce ne sont pas des habits, des uniformes, des qualités que nous aurions, puis voilà, on pourrait passer à autre chose. Non. Ces trois éléments, ce sont des puits sans fond. On n'est jamais trop expérimenté, jamais trop responsable, jamais trop authentique. Et la jeunesse constitue le chemin qui nous conduit à ces trois conquêtes. Plus d'expérience, plus de responsabilité, plus d'authenticité. Alors qu'en tirer sur le plan européen et sur le plan politique? Vous voyez que ce n'est pas facile. On est dans un moment politique qui est à la fois très enthousiasmant et très décevant.
Très enthousiasmant parce qu'il est complexe, il est nuancé, il est réfléchi. Très décevant parce que ça avance tout doucement. L'Europe s'est construite pour faire la paix. Elle a réussi. Ensuite, l'Europe s'est construite en espérant que de l'économie naisse la politique. C'était un pari qui avait du sens. C'était un pari qui avait du sens dans un contexte de prospérité. C'était la deuxième mission. On va faire l'économie, on va lier les intérêts, et de la liaison des intérêts viendra l'union politique. On est passé dans une troisième phase européenne, qui est une phase de crise, où là les choses s'accélèrent, où il y a une troisième mission qui apparaît, qui met le deuxième objectif en accélération. Il faut protéger les populations européennes de la mondialisation. L'Europe est une puissance extraordinaire, est une puissance majeure sur le plan culturel et sur le plan économique, et elle n'en a pas eu assez conscience. Et dans un contexte où les empires naissent ou renaissent, Chine, Inde, eh bien l'Europe doit être une Europe puissance. Mais cet objectif, qui est tout à fait important de protection dans un contexte de mondialisation, doit apparaître aux citoyens comme étant un peu éloigné de ses propres existences. La connexion entre la mondialisation et ma vie, elle est loin. Il y aurait donc, et voilà une proposition, un élément supplémentaire dans lequel l'Europe pourrait investir massivement. Ce que j'appellerais volontiers une nouvelle politique des âges de la vie, qui serait un axe européen extrêmement puissant. Non pas des jeunes, non pas des vieux, non pas des enfants, mais de tous les âges. Repenser en cohérence par rapport aux modes de vie qui ont changé, tous ces âges, et inventer de manière subsidiaire, par rapport aux politiques nationales, le type d'accompagnement que l'Europe peut apporter pour ce qui, j'y insiste, touche le plus les gens. L'avenir de leurs enfants, le destin de leurs vieux parents, l'accompagnement de l'âge adulte, voilà ce qui touche profondément les existences. Si on veut rapprocher l'Europe des citoyens, c'est sur ce registre qu'il faut jouer, c'est sur ce registre qu'il faut être inventif, en regardant ce qui se fait dans chacun des pays, en prenant les expériences les plus pertinentes et les plus intéressantes. Et à cette condition, me semble-t-il, effectivement, l'Europe reviendra un rêve.